à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme. Aujourd'hui, elle a mis à jour les biais raciaux et genrés dans les outils de reconnaissance faciale. Elle défie désormais les géants de la tech pour construire une innovation plus inclusive, plus diverse avec son initiative Algorithmic Justice League. La chercheuse du MIT, Joy Buolamwini, est notre rôle modèle à suivre aujourd'hui. Il a une idée derrière la tech, comme toujours. À nouveau cette année, c'est Guillaume Gralet. Guillaume, aujourd'hui, tu vas nous parler de cette montée en puissance d'une mode tech qu'on pensait pourtant oublier, celle des téléphones pliables. Ça revient à la mode et notamment, tu l'as vu à l'IFA, au salon à Berlin. Oui, il y a de plus en plus de constructeurs qui s'y mettent. Alors on peut les plier, les déplier, c'est assez rigolo. On va voir ça, Marjorie. Allez, on va s'amuser tout à l'heure. J'en suis certaine. Notre question du jour, elle est moins drôle et pourtant elle est fondamentale. 4000 postes d'enseignants non pourvus. C'est vraiment le chiffre qu'on aura retenu pour cette rentrée scolaire. Recrutement de contractuels, appel au renfort des enseignants à la retraite. Le ministère de l'Éducation nationale met les bouchées doubles pour apporter une réponse effective et efficace aux établissements, aux parents et aux élèves. Oui, mais les EdTech, elles, ont peut-être déjà des solutions. Alors, faut-il un prof dans chaque classe ou dans chaque smartphone? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Michael Lair, vous êtes CPO, Chief Product Officer, Exactement. Directeur de produits en bon français, toujours pour Superprof. Superprof, le Airbnb du partage des connaissances. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis en deuxième partie, ce sera Sarah Besnaïnou, cofondatrice et DG de Cartable, qui nous rejoindra en plateau pour continuer cette discussion. Mais d'abord, focus. Et c'est une des héroïnes de l'intelligence artificielle au sens premier du terme. Chercheuse au MIT, elle travaille sur des outils de reconnaissance faciale et c'est à ce moment-là que Joy Buolamwini est confrontée à leurs biais et à leurs dangers. Alors pour mettre son travail en action, elle a fondé la Ligue de justice des algorithmes. Édouard Deniau nous dresse le portrait de cette rôle modèle de la semaine. Elle a fait de la lutte contre les biais dans les algorithmes le combat de sa vie. Joy Buolamwini est une informaticienne et chercheuse américano-ghanéenne née au Canada en 1989. À l'âge de 9 ans, inspirée par Kismet, le robot du MIT, elle apprend toute seule plusieurs langages informatiques. Après une enfance passée dans le Mississippi, elle part étudier à Georgia Tech où elle obtient une licence d'informatique. Plus tard, après avoir obtenu une bourse, elle étudie l'apprentissage et la technologie à l'université d'Oxford en Angleterre. Elle termine ses études par une maîtrise suivie d'un doctorat au célèbre MIT. Alors qu'elle est chercheuse au MIT Media Lab, Joy identifie des biais dans les algorithmes. Elle se rend compte que les systèmes de reconnaissance faciale ne reconnaissent pas son visage. Au cours de ses recherches, elle fait une expérience en montrant 1000 visages à des systèmes d'identification faciale pour leur faire déterminer s'il s'agit d'hommes ou de femmes. Sa conclusion est simple, il est difficile pour les logiciels d'identifier correctement les sujets féminins à la peau foncée. Les algorithmes et leurs données se basant quasiment exclusivement sur des visages d'hommes blancs. Elle parvient à démontrer qu'il existe des biais sexistes et racistes dans les technologies d'IBM, Microsoft et Amazon. Ces compagnies annoncent améliorer leurs logiciels. C'est le début de la croisade de Joy Buolamwini contre les biais algorithmiques. Pour poursuivre son combat, elle fonde l'Algorithmic Justice League. Joy Buolamwini a reçu de multiples distinctions dans sa carrière. Elle a notamment figuré en 2018 parmi les 50 meilleures américaines dans le domaine de la tech du magazine Forbes. Et retour en plateau dans l'école du futur, toujours avec Guillaume Gralet et Michael Lairès. Désolé, j'ai totalement mangé votre nom de famille. C'est pas grave. Alors, vous êtes toujours CPO J'ai pas changé. de Superprof. Jusque-là, tout va bien. Quand vous voyez le parcours de Joy Buolamwini, le fait aussi de se dire que certains chercheurs, certaines chercheuses peuvent mettre à jour des biais technologiques, c'est quelque chose qui vous fait réfléchir et qui vous dit qu'il faut toujours être attentif, toujours être vigilant. Ouais, je trouve ça génial parce que pour le coup, je pense que même si c'est une intelligence artificielle qui va détecter si c'est un homme, une femme ou autre, c'est fait par des humains à la base. Et des fois, on oublie, par habitude, par culture, on va faire certaines choses qu'on va mettre en place, des mécaniques. Donc le robot va apprendre, l'intelligence va apprendre. Et je trouve ça hyper bien que dès maintenant, on se pose déjà les bonnes questions, on arrive à se rendre compte qu'il nous manque des éléments et qu'on n'a peut-être pas tout bien fait, paramétré de base. Et je pense que rapidement, encore plus que chez l'humain, on peut changer ses habitudes et les rendre beaucoup plus accessibles, les rendre beaucoup plus
crédible pour toute l'humanité entière. Absolument. Et puis c'est vrai que Guillaume, l'explicabilité, l'éthique, la transparence des algorithmes et de l'intelligence artificielle, ça va être un des grands dossiers de cette rentrée et de cette année, notamment pour la Commission européenne qui s'apprête à mettre au point sa régulation en la matière. Oui, sa régulation, et on voit qu'il est nécessaire d'ouvrir la boîte, de voir comment le moteur fonctionne. À partir du moment où on sous-traite de plus en plus de décisions aux algorithmes, on l'a vu récemment, alors qu'il y a un petit hiver dans la technologie en ce moment, les licenciements se multiplient, certaines décisions de licenciement qui ont été déléguées à des algorithmes. Donc c'est très important de voir comment ils fonctionnent avant de leur donner plus de pouvoir. Absolument, c'est un feuilleton évidemment qu'on suivra notamment avec toi tout au long de cette saison de l'école du futur. Allez, on ouvre notre ton dans une seconde. Comment apporter des réponses à la pénurie d'enseignants? Les EdTech ont des solutions, on en parle tout de suite. Alors, un prof dans chaque classe ou un prof dans chaque smartphone, c'est un peu la proposition que je vous lançais en introduction, Mickaël. Vous allez me dire les deux, finalement. Évidemment les deux, mais c'est une super remarque, j'aime beaucoup cette phrase, un prof dans chaque classe ou dans son smartphone. Je vais j'allais dire la benchmarker, pas du tout, Non, je vais mettre un petit crédit et vous pouvez l'utiliser en me citant, il n'y a pas de problème. Et oui, nous ce qu'on essaye de faire, effectivement, c'est évidemment pas de remplacer les profs, on pense qu'on est complémentaires de tout ça, on n'est pas du tout en compétition, on ne pense pas vouloir faire mieux, mais on essaie d'apporter une solution meilleure, en tout cas un supplément, et le rendre accessible. Et on a une chance incroyable aujourd'hui, on a nos téléphones, on a Internet, on a un ordinateur, et donc on essaie de rendre la chose encore plus accessible. On sait qu'on est un peu en pénurie, et donc on essaie d'être là en complément, on essaie d'axer vraiment tout notre site et toute notre expérience utilisateur justement vers cette proposition digitale, des cours en visio. Donc on perd un peu cette notion de géographie. On sait qu'il y a certaines zones où les professeurs sont plus difficiles à trouver. Donc là, pour le coup, on n'a plus trop ce problème. En tout cas, on essaie vraiment d'inciter les gens à le faire. Évidemment, il y a une culture aussi à changer. C'est important, l'humain face à l'humain. On essaie vraiment d'apporter les bonnes solutions sur notre site pour que les gens puissent trouver leur professeur, qui soit peut-être à même 1000 km de là où ils vivent. Et ça se passe plutôt pas mal. On va y revenir justement parce que d'abord, vous avez lancé Superprof, notamment avec votre fondateur Wilfried Granier en 2013. Yes. À l'époque, vous définissiez comme le Airbnb du partage des connaissances et du soutien scolaire. Je ne sais pas si vous avez toujours envie de garder cette comparaison, cette métaphore. En tout cas, 9 ans plus tard, la plateforme pour laquelle vous travaillez met en relation 19 millions de profs et d'élèves dans le monde. Vous êtes présent dans 41 pays. Exactement. Et disponible en 18 langues. Est-ce que les familles et les élèves qui se tournent vers vous aujourd'hui, ce sont les mêmes qu'avant? Est-ce qu'ils viennent avec d'autres motivations, d'autres envies aussi? Alors, je pense qu'on a gardé les mêmes logiques qu'au début. Évidemment, il y a plein de choses qui ont changé. On évolue en fait avec aussi l'évolution des cultures dans tous les pays. Et d'ailleurs, même entre chaque pays, donc pour en parler longtemps, la différence des pays est aussi assez incroyable. Il y a des logiques qui suivent, mais pas toutes. Et oui, ça a pas mal évolué. On se rend compte qu'effectivement, avec tout ce qui s'est passé récemment, le cours en visio a été vachement plus accepté. On se rend compte que les gens ont plus l'habitude. Donc on peut même vraiment mettre des outils en place pour leur permettre de prendre leurs cours à distance. Et là où est notre force, en fait, c'est justement aller dans 41 pays. C'est vrai que c'est assez incroyable, mais pour nous, c'était notre objectif. C'est que le fait d'être dans 41 pays, on peut maintenant proposer un cours de japonais avec un japonais, un natif du pays. On peut prendre un cours de cuisine thaï avec un thaïlandais. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on se dédouane de la géographie et on propose les meilleurs professeurs, en tout cas la meilleure expérience d'apprentissage avec les locaux de chaque pays qui ont la meilleure façon de... Ça a une vraie valeur. Très rapidement, Mickaël, quand vous disiez qu'il y avait des grosses différences entre les pays, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors je peux vous donner des exemples. Par exemple, l'anglais. Ouais. L'anglais, dans certains pays, ça va être l'une des premières matières que les gens vont vouloir apprendre, dans le top. Et dans certains pays, comme les pays nordiques, on se rend compte qu'elle n'est plus du tout dedans, en fait. C'est vraiment ancré dans leur culture. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment en complément de l'éducation dans chaque pays. C'est qu'il y a certains pays qui ont des lacunes et d'autres non, enfin, dans certains domaines. Et donc là, pour le coup, l'anglais en France, c'est beaucoup demandé. On se rend compte qu'on n'est pas super anglophone. Mais... Ce qui est intéressant, parce que ce que vous dites, on voit bien que vous devenez un complément des systèmes éducatifs et de l'éducation de chaque pays. Vous venez finalement l'enrichir. Vous n'apparaissez pas comme un concurrent à aucun moment? Non, vraiment, c'est notre philosophie. Dès le début, on a posé ces lignes. Et loin de nous l'envie de créer des combats avec l'éducation. Justement, je pense que la meilleure façon d'appréhender la problématique, c'est d'être ensemble et d'apporter des solutions pour l'améliorer. Alors, quand on dit que vous proposez des cours particuliers dans 1000 matières, honnêtement, c'est vrai. Je ne les ai pas comptés un à un, quoique, mais on va voir si ça va t'inspirer, Guillaume. Alors, ça va du français à la chimie, jusque-là.
tout va bien, si j'ose dire, de l'étude biblique à l'éducation sexuelle, en passant par le poker ou encore la cuisine maori, je ne sais pas si ça te dit d'apprendre la cuisine maori, du yoga à la crypto-monnaie. Vous rendez donc vos apprenants radicalement énervants. Regardez. Je suis mal, je suis pas bien. J'ai survolé, j'ai à peine eu le temps de répondre aux questions. 4. Non mais j'ai raté, j'ai complètement raté. Vraiment, je vais finir dans un studio seul, avec des chats. Juliette. 18. 18 ? Non mais j'ai répondu au hasard, c'est de la chance. Super prof, des super profs, de tout. Pour la campagne signée Buzzman que vous déployez justement sur cette rentrée scolaire, on va vous voir partout, à la télé, en ligne évidemment, sur les murs du métro et pas que. C'est si énervant que ça de maîtriser un savoir que les autres n'ont pas. C'est l'axe qu'on a choisi en tout cas. On a voulu justement inciter à la curiosité. Pas la jalousie non plus à ce stade-là, mais en tout cas créer une vraie envie d'apprendre. Et on se rend compte qu'avec très peu de choses, on peut apprendre et être très bon dans plein de domaines. Et l'idée, c'est vraiment essayer de faire ressortir ça, de se dire qu'il y a des gens qui ont quelque chose à apporter, en tout cas qui ont une connaissance, et pour le coup, on peut aussi l'apprendre. Et par ce biais-là, on essaie de le faire comprendre par la motivation d'être meilleur que les autres. Et puis c'est universel, Guillaume, exactement. Aussi, le fait de se dire qu'on est toujours en train de pas forcément se mettre en compétition, mais quand même se comparer au niveau des autres et se dire, tiens, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai moins bien fait ? C'est une petite émulation qui peut être très positive. Mais pour revenir à la complémentarité, vous ne délivrez aucun diplôme, hein, c'est ça, Michael ? Non, on ne délivre pas de diplôme. En revanche, nos professeurs, on les contrôle et on sait leur parcours. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'est pas à ce stade-là et on verra par la suite ce qui arrivera. Mais vous faites des évaluations pour les parents, par exemple, qui veulent suivre un peu les progrès de leurs enfants ? Tout à fait. Il y a des points, on essaie vraiment de guider aussi les professeurs qui sont sur la plateforme, de faire des points réguliers avec les parents d'élèves. On a une messagerie, on a tout un système de recommandations. Donc tout ça est suivi et les professeurs peuvent échanger rapidement et facilement avec les parents. Vous avez peut-être un nouveau parent d'élève qui va faire appel à vous. Non, juste ça, je dis rien comme ça, par hasard. C'est intéressant aussi parce que ça veut dire que ça nous pose fondamentalement la question, et même si on est dans cette complémentarité avec l'éducation nationale, quels que soient les pays dans lesquels vous êtes implantés, il y en a 41, je le rappelle, ça veut dire que il faut que ces solutions alternatives, les plateformes, le soutien scolaire, permettent de maintenir le niveau scolaire éducatif exigé. Comment est-ce qu'on arrive en effet, je complète la question de Guillaume, à avoir ce feedback, à pouvoir aussi s'assurer que ce niveau est bien respecté ? Il y a pas mal de choses. Déjà, s'assurer que les professeurs sont compétents, être sûr de pouvoir proposer aux futurs élèves des professeurs qui leur apporteraient soit quelque chose en plus de ce qu'ils connaissent, ou en tout cas au moins les fondamentaux. Donc ça, on a tout notre algorithme qui permet de le savoir. Et ensuite, c'est la relation qu'il y a entre le professeur et l'élève, et c'est aussi la force d'avoir beaucoup de professeurs. C'est qu'en fait, on essaye vraiment de proposer à l'élève le meilleur professeur pour lui. Et donc, un professeur ne va pas avoir des centaines de milliers d'élèves, mais plutôt quelques élèves, mais très bien sélectionnés, qui va vraiment s'adapter à la pédagogie de l'élève. Et pour le coup, on pense vraiment que c'est cette émulsion entre le choix que l'élève aura fait du professeur, et non pas un professeur imposé, mais vraiment qu'il va choisir, et le professeur qui sera adapté à ses besoins, que le matching se fera très bien et que l'apprentissage sera merveilleux. Donc c'est à la fois un algorithme qui va évaluer en permanence les professeurs, les guider vers les élèves, mais en même temps, l'élève gardera toujours le choix, pourra toujours dire « je préfère ce prof ». Tout à fait. Dès le début, vraiment, l'élève il est guidé sur le choix de son professeur. Il va choisir évidemment la matière qu'il souhaite apprendre, et tout est ensuite fait pour qu'il prenne le temps de trouver son professeur. C'est pour ça qu'on parle de professeur parfait. Pour nous, c'est vraiment l'idée. On essaie de créer un matching entre les deux, et pour cela, il nous faut beaucoup de professeurs pour pouvoir trouver le bon pédagogue. 19 millions de profs et d'élèves qui sont mis en relation justement sur Super Prof. Comment vous faites venir les professeurs ? C'est quoi l'argument phare ? Alors l'argument phare, je pense, c'est déjà de pouvoir être libre dans son tarif, d'être libre dans sa pédagogie. Évidemment, on le suit, mais on essaye de mettre le peu de contraintes possible, car on sait que la meilleure façon d'apprendre, c'est aussi d'être libre et de pouvoir s'épanouir et apprendre même en tant que professeur. Et je pense que ça fonctionne très bien. Et ensuite, je pense que les professeurs ont aussi la curiosité et l'envie de donner des cours supplémentaires. Et pour le coup, ça vient assez naturellement chez nous pour s'inscrire. Une curiosité, une envie, mais vous le disiez aussi, le fait que les tarifs soient libres, qu'ils puissent les fixer. J'ai regardé sur la plateforme, je crois que le prix moyen d'un cours chez vous, c'est entre 15 et 29, 30 euros, mais il y a parfois des cours qui peuvent monter beaucoup plus haut, jusqu'à 60 euros, si je ne m'abuse, pour certaines matières extrêmement particulières. Ça nous ramène à la question du salaire des enseignants, et c'est vrai qu'elle est très prégnante en cette rentrée. Emmanuel Macron qui a annoncé des recrutements à 2 000 euros par mois pour la rentrée 2020.
2023 pour les jeunes professeurs et enseignantes qui entrent justement dans la fonction. Une revalorisation aussi des salaires, évidemment, en milieu de carrière pour les enseignants, pour lequel le compte n'y est pas. Quand on regarde au niveau de l'OCDE, messieurs, le salaire des profs français en début de carrière, il est inférieur de 7% à la moyenne des autres pays de la zone euro. Les jeunes professeurs allemands gagnent même plus du double que nos professeurs hexagonaux. La question du salaire, elle est centrale pour vous, Michael? Oui. Oui, évidemment, nous, on veut vraiment que les professeurs puissent vivre de leur passion. Et on essaie vraiment de professionnaliser les professeurs aussi, que ce soit d'ailleurs un étudiant, un professeur agréé, que ce soit une personne qui a appris d'elle-même autodidacte. La rémunération est très importante et on le sait. Et on essaie vraiment de mettre en place tous les outils qui permettent de les professionnaliser et de leur permettre de vraiment vivre de cette passion, en tout cas de cet apprentissage. L'idée, c'est qu'on leur apporte suffisamment d'élèves et suffisamment de ressources pour qu'ils puissent s'épanouir, prendre le temps de réfléchir et de sélectionner ces élèves et d'en vivre pleinement et d'être vraiment professionnel dans son domaine. Sauf qu'il y a la question du salaire, mais il y a aussi la question de l'attractivité. En fait, l'idée même de se dire que c'est un métier qui a été mis à mal, que son image n'est pas toujours fidèle à la réalité. Cette crise d'attractivité qui était notamment soulignée dans un rapport de la Commission des finances du Sénat, c'était en juin dernier. Crise d'attractivité du métier d'enseignant. Quelle réponse dans les pays européens? Eh bien, sachez que toute l'Europe vit la même crise en matière de recrutement des enseignants et des enseignantes. Il manquait déjà 15 000 enseignants en Allemagne à la rentrée 2019, ce nombre pourrait atteindre 26 000 rien qu'au primaire pour 2025. Et puis en Suède, ce sont 77 000 professeurs qu'il faudra recruter d'ici la rentrée prochaine 2023. C'est l'image même du métier d'enseignant qu'il faut revaloriser, Michael. Oui, je pense, pour le coup, on a beaucoup de gens passionnés et peut-être que le mot enseignant n'est peut-être plus le bon, en tout cas. C'est une question délicate et j'ai pas vraiment la réponse. Mais, comment je les appellerais du coup? Il va falloir le trouver. Ça va falloir le trouver. Ok, on va inventer. On est très créatifs dans les Des passionnés, des apprenants, il faut qu'on voit. Mais... Ouais, tout à fait. Et peut-être qu'on a un axe différent. Ouais. C'est qu'on ne va pas forcément chercher des gens qui ont des diplômes à tout prix. On pense vraiment que l'apprentissage peut se passer par plein d'autres manières qu'une personne qui a prouvé ses connaissances. Mais un passionné peut être très très bon aussi. Tout dépend de la personnalité de l'enseignant. Et nous, on s'ouvre beaucoup à tout type de professeurs. Et pour le coup, on n'a pas que des professeurs qui enseignent aussi à côté à plein temps. Et ça fonctionne très bien. Vous recrutez des contractuels ? Aussi, on recrute des étudiants, on recrute des retraités, vraiment tout type de personnes. Et c'est une question qui est évidemment importante de se poser si on commence à être en pénurie. C'est un gros changement. Allez, justement, ces passionnés, ces passeurs de savoir et de partage de connaissances, on continue à en parler. Évidemment, ce sont les enseignants, les enseignantes et la façon dont les EdTech peuvent apporter des solutions face à la pénurie de leur métier, de leur profession. On y revient dans un instant, mais d'abord, c'est le Zap. Comme l'année dernière, c'est le moment de faire un tour du côté de la planète tech. Et cette fois-ci, elle passe à l'œil de Édouard Degnaud. There's this weird hand washing. Koizi used it for the first time. What? It's like a washing machine for your hand. Is that weird? Yeah. How cool is that? Nice, Bree.
What the hell? Dude, what are you doing? Retour sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie de Michael Lérès. Vous êtes toujours CPO, Chief Product Officer pour Superprof, le Airbnb du partage des connaissances. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, c'est formidable. Toujours en compagnie de Guillaume Gralet. Vous le savez, Guillaume qui a une idée derrière la tech et qui va nous la souffler dans un instant. Et puis Sarah Besnaïnou nous a rejoint. Sarah, vous êtes la cofondatrice et DG de Cartable. Cartable, là aussi, c'est un des acteurs majeurs du soutien scolaire, notamment en France. On va y revenir dans un instant. Bonjour à vous. Bonjour. Guillaume, une idée derrière la tech. C'est parti, on y va tout de suite. Et on va revenir avec toi sur une tendance grandissante. Je le disais tout à l'heure, on l'a pensé finie, cette tendance terminée, enterrée. Eh bien non, les modèles pliants reviennent, oui, mais ils sont évidemment beaucoup plus intéressants qu'avant. Oui, on va voir à quel point, Marjorie, en fait, le format du téléphone va influer sur les messages qu'on peut faire passer, l'utilisation qu'on peut faire de nos smartphones. Ça peut même avoir un petit effet, une petite conséquence sur l'éducation. Alors, en réalité, moi, ce qui m'a un petit peu impressionné, c'est une déclaration de Ro Tae-moon, c'est le responsable de l'activité mobile chez Samsung, le plus gros vendeur de téléphones au monde aujourd'hui, qui a expliqué bien qu'en 2025, plus d'un smartphone sur deux dans le monde sera un modèle pliable. Ça nous rappelle effectivement, comme tu disais, un petit peu le milieu des années 90, l'année 1996, notamment lorsqu'a été sorti le StarTalk de Motorola. C'était un modèle qu'on pouvait plier et déplier. Là, on voit la photo, c'est assez... ça nous rappelle... C'est marrant parce que je pense que Michael et Sarah sont comment? On s'en souvient maintenant qu'on l'a vu, mais alors le nom, on ne l'avait pas forcément retenu. On ne l'avait pas forcément retenu, c'est surtout l'utilisation, c'est-à-dire le fait de déplier lorsqu'on a besoin, par exemple, de décrocher ou de passer un coup de fil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces téléphones pliables devraient être vendus 2 fois plus en 2022 qu'en 2021. C'est une prédiction du Display Supply Chain Consultant. Et un autre cabinet de conseil, Counterpoint, lui, il explique que le nombre d'appareils de ce type va être multiplié par 10 d'ici à 2023. Alors on adore ce type de prédiction, évidemment, surtout sur l'écosystème tech. On sait évidemment que beaucoup de constructeurs ont aussi déployé leur modèle à l'IFA, à Berlin. Tu y étais justement, notamment ce week-end. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Pas l'IFA en l'occurrence, mais les téléphones pliables. C'est une vraie bonne question. On peut effectivement se demander si c'est pas un peu un gadget. On a tous envie d'avoir une consommation plus raisonnée de l'électronique en ce moment, et surtout que ça soit pas très polluant. Alors, quelques petites utilisations. Alors, d'abord, une légère avec le Samsung Flip 4 qu'on peut déplier et replier. Ça, on a un peu l'impression d'avoir une petite boîte de maquillage, et ça va permettre notamment de faire des selfies ou encore des stories Instagram, les Reels, ou encore des vidéos TikTok sans trépied, simplement en posant le téléphone sur une table. On peut le personnaliser à travers plusieurs couleurs, mais la plus intéressante, ce sont des applications peut-être professionnelles, et ça on le voit davantage avec un autre modèle, c'est le modèle Fold. Et le modèle Fold, on va pouvoir, par exemple, lorsqu'on suit une visioconférence, un côté de l'écran, suivre cette visioconférence, d'un autre, prendre des notes. On va également pouvoir utiliser ce qu'on appelle le drag and drop, c'est-à-dire déplacer des images d'une galerie vers une présentation PowerPoint, agrandir des tableaux Excel, des Google Maps. On a un peu l'impression parfois d'avoir une petite tablette. Ça a aussi également séduit, ça m'a un peu amusé, Bill Gates, ce modèle, alors qu'il aurait pu parier sur des tablettes Microsoft qu'il a contribué à lancer. Mais voilà, donc en fait, les barrières sont un petit peu revues avec ces modèles. C'est un fan du coup des téléphones pliables et dépliables. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu nous dis, c'est qu'on se rend bien compte que désormais, ce n'est plus le device qui va imposer un usage, mais on suit l'usage
pour revoir la façon dont on va concevoir ces appareils et ces smartphones. Oui, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que si Samsung, quelque part, a recréé un nouveau marché, eh bien, tout le monde n'emboîte pas ce pas. Il y a notamment Sony qui résiste. On se demande toujours si Sony va rester dans le téléphone portable. Ils ont une part de marché très basse. Et pour leur dernier modèle, en fait, ils ont un capteur à 12 mégapixels. Ils ont décidé vraiment là de mettre en avant la photo. Ça reste un modèle rectangulaire très allongé. Et puis Fairphone, parce qu'on parlait un petit peu de modèle responsable. Absolument. Fairphone, vous savez, cette marque néerlandaise qui est livrée avec un tournevis où on doit pouvoir changer chaque pièce défectueuse. Elle a décidé en fait que ça servait à rien ces téléphones pliables. Donc en fait, il faut quand même prendre en compte le fait que 86% des Français, selon OpinionWay, ont envie d'avoir des appareils de plus en plus réparables. Alors, on n'oublie pas les constructeurs chinois, évidemment, dans cette revue de téléphones pliables ou pas, parce que même si on perdu des parts de marché, ils sont évidemment toujours là. À l'Est, il y a du nouveau. Oui, toujours de plus en plus de nouveaux. Alors, j'ai envie de citer Oppo, par exemple, Honor, Huawei, dont on a beaucoup parlé, qui est au cœur de la bataille technologique entre la Chine et les États-Unis. Xiaomi, ils ont mis au point des téléphones pliables, mais qui sont disponibles uniquement en Chine. En fait, la véritable bataille encore à venir, si on se projette un peu plus loin, ça va être des appareils enroulables. Et pour cela, Oppo a justement montré un prototype. Il va y avoir une nouvelle bataille technologique, toujours dans l'infiniment petit. L'infiniment petit, ça nous ramène dans cette bataille notamment des semi-conducteurs avec une entreprise TSMC qui est basée à Taïwan, qui est au cœur de la bataille technologique entre la Chine et les États-Unis. On sait que les États-Unis ont demandé à TSMC de construire une usine aux États-Unis. Ça fait un peu peur aux Taïwanais parce qu'ils se disent si on construit notre usine aux États-Unis, les États-Unis ne seront plus là pour nous défendre si la Chine veut nous attaquer. Donc c'est vraiment, ça a l'air un petit peu anecdotique, toutes ces histoires de form factor, mais vous verrez... Ça ne l'est jamais, ça ne l'est jamais. La géopolitique ne quitte jamais l'écosystème du numérique et de la tech. Vous le voyez avec nous chaque semaine dans l'école du futur. Je voulais qu'on revienne quand même sur, encore une fois, cette inversion finalement des tendances. On le voit avec Guillaume. Aujourd'hui, du coup, les constructeurs pensent d'abord à l'utilisation, à l'usage qui va être fait avant même de s'interroger sur la forme qu'ils peuvent donner à leurs appareils. On a inversé un petit peu la vapeur en matière de proposition. Ça vous inspire, Sarah et Mickaël, justement pour pouvoir concevoir de nouveaux features, de nouvelles applications sur cartable et sur SuperProf? Sarah? On est complètement d'accord. Quand on va proposer un produit sur le marché, la première chose qu'on va se demander, c'est de quoi les gens ont besoin. C'est pas qu'est-ce que j'ai envie de créer. C'est tant mieux si ça se rejoint, mais c'est de quoi les gens ont besoin. Nous, par exemple, de quoi les gens ont besoin d'arrêter de payer trop cher pour l'éducation de leurs enfants. Et du coup, on a construit tout un produit qui leur permet de payer entre 30 et 40 euros par mois pour avoir un soutien scolaire complet. Là où d'habitude, ils payent 30 euros de l'heure. Et à partir de ce constat-là, on déroule le format de notre produit. Et on va revenir justement à ce marché du soutien scolaire dans un instant. Mickaël, est-ce qu'on pourrait imaginer des cours SuperProf avec ces écrans pliables? D'un côté, on suit son cours en visio et de l'autre côté, on est en train peut-être de rédiger des notes? Oui, évidemment. Je ne donnerai pas mon avis sur ce téléphone, mais je pense qu'effectivement, l'usage est là, donc on a créé ce qu'il fallait. Et oui, on peut tout à fait prendre des cours en visio, avoir ses notes à côté sur un iPad, sur un téléphone pliant, sur un ordinateur. Les tablettes Remarkable aussi qui sont pas mal parce qu'elles vous permettent de prendre des notes, de lire des livres, mais sans être connecté à Internet. Yes. C'est intéressant parce qu'en fait, on n'est pas dérangé par toutes les notifications. Et sans écran rétroéclairé aussi. Exactement. Allez, on y revient justement. La formule que je donnais en début de cette émission n'aura jamais été aussi vraie. Est-ce qu'il faut un prof dans chaque classe ou un prof dans chaque smartphone? Il est pliable. Si vous le choisissez, on verra bien. En tout cas, les AdTech, elles, ont des solutions. On continue notre discussion Talk, deuxième partie. Et cette discussion, on la continue avec vous, évidemment. Sarah Besnaïnou, vous êtes la cofondatrice et la DG de Cartable. Cartable, votre cœur de métier, c'est l'accompagnement scolaire. Vous aussi, vous avez démarré en 2013. Tiens, je pense qu'il devait y avoir des idées dans l'air au même moment que SuperProf aussi lançait ses premières pistes. En tant que site de contenu pédagogique, c'était vraiment l'idée à l'époque. Et puis en 2021, vous êtes attaqué au marché des cours en visio. Votre concurrent déclaré, c'est ce que j'ai lu dans une interview récente, Academia. SuperProf aussi, c'est votre concurrent déclaré ou pas? Franchement, différemment. Ouais. Différemment. C'est plutôt Academia. L'idée justement qui se cache derrière Cartable, c'est laquelle? Comment est-ce que vous pitchez aujourd'hui Cartable? Cartable, c'est un organisme de soutien scolaire qui est financièrement accessible à tout le monde, ou en tout cas au plus grand nombre.
Je continue. Absolument, allez-y, on boit vos paroles. Donc on est d'accord, on a commencé par faire du contenu pédagogique. Nous, le constat de départ, c'était que le soutien scolaire, c'est trop cher. On en parlait juste avant, un cours, c'est entre 20 et 30 euros de l'heure. Il y en a très peu qui peuvent se le permettre. Donc comment est-ce qu'on peut démocratiser l'accès au soutien scolaire ? On a commencé par du contenu pédagogique. On a créé une plateforme exhaustive de tous les contenus, les cours, les exercices corrigés, les méthodes, tout ce dont vous avez besoin, du CE1 à la terminale, pour à peu près 10 euros par mois. C'est l'équivalent de tous les livres que vous pourriez acheter à la place, tout regroupé sur votre téléphone, votre tablette, en plus intuitif pour les enfants. Et on a ajouté à ça des services de professeurs. On a un chat d'aide aux devoirs tous les soirs, de 4h à 7h, et on a des cours en visio, en petits groupes, sur tous les chapitres du programme. Et nos élèves payent entre 30 et 40 euros par mois pour avoir des cours toutes les semaines, tout leur support pédagogique, l'aide de nos professeurs, etc. Et notre combat, c'est de dire que ça peut leur suffire, qu'ils peuvent progresser avec ça. Ils n'ont pas nécessairement besoin de passer par des cours individuels. Ils passaient par des cours individuels avant parce qu'ils n'avaient pas d'autres alternatives. Aujourd'hui, ils ont autre chose. On peut essayer de commencer par ça. Et vraiment, si quelqu'un est en difficulté extrême ou a besoin d'un suivi individuel poussé, dans ce cas-là, on essaye de prendre un cours particulier. C'est-à-dire que votre obsession, on l'a bien compris, c'est le prix, encore une fois, pour abaisser le coût, justement, des barrières à l'entrée du soutien scolaire. Je crois que, d'ailleurs, vous voulez lancer une bourse. Vous l'avez peut-être déjà lancée, vous êtes en train d'affiner ce projet. On est en train d'affiner exactement. L'idée d'une bourse, c'est pourquoi, en fait ? Pour pouvoir financer, justement, ce soutien scolaire ? Parce qu'à ce prix-là, on adresse déjà une grande partie du marché. Il y a beaucoup de primo-accédants au soutien scolaire qui commencent chez nous, du coup, pour la première fois. Mais il y a quand même une frange de la population qui ne peut pas payer 30 ou 40 euros par mois. Et donc, pour eux, on veut créer une bourse qui permet d'accueillir de manière gratuite les élèves des familles défavorisées. Et l'idée, ce serait de la financer grâce à quoi ? Du mécénat d'entreprise ? C'est soit du mécénat d'entreprise, soit du peer-to-peer. C'est possible aussi d'avoir une famille qui a l'argent pour inscrire un de ses enfants et qui va en profiter pour financer tout ou partie de l'inscription d'un enfant défavorisé. Alors justement, on y vient au ce coût du soutien scolaire. Est-ce que c'est un marché comme un autre ? En tout cas, c'est un marché qui pèse aujourd'hui 2 milliards d'euros. On estime d'ailleurs en France qu'1 million d'élèves prennent des cours particuliers. Le budget, lui, il est colossal. Ça représente quasiment 2 000 euros par an. Ça peut aller jusqu'à 2 000 euros par an. Mickaël, vous observez le même phénomène d'abord dans tous les pays où Superprof est implanté. Il y en a 41, je le rappelle, donc ça fait un petit peu beaucoup. On ne va pas faire une revue de 41 pays, mais est-ce que ce coût, il est massif pour toutes les familles partout dans le monde ? Effectivement, ça c'est une constante qu'on a dans tous nos pays, on s'en rend compte. Et effectivement, on essaie aussi de trouver des solutions pour rendre les cours plus accessibles. On propose des cours en groupe, on propose des lives aussi qu'on partage sur nos réseaux sociaux, qu'on essaie d'ailleurs de partager via d'autres canaux. Mais on propose en tout cas des profs, que ce soit dans du scolaire ou extrascolaire, et que c'est un live totalement gratuit où un professeur vient pendant 1 heure et va proposer une thématique et tout le monde peut y accéder. Et c'est la force aussi de la tech et d'Internet et de l'accessibilité, c'est que tout le monde peut y accéder, qu'on soit dans une grande ville comme dans une toute petite ville où on a forcément des pénuries parfois de professeurs. Et c'est en tout cas nos solutions qu'on essaie d'apporter, et ça on le voit dans tous les pays, on apporte ces mêmes solutions dans tous les pays. Mais encore une fois, on voit que le différentiel chez vous se fait sur la valeur en fait d'1 heure de cours. Sarah, vous vous proposez encore une fois de mutualiser finalement par petit groupe d'élèves 7 heures de cours qui du coup forcément devient moins cher pour l'ensemble, et vous pouvez proposer cet abonnement à 39 euros si je ne m'abuse. Mickaël, du côté de Superprof, on le disait tout à l'heure, les prix vont entre 15, 30 euros, parfois même jusqu'à 60 euros. C'est vraiment les professeurs qui fixent leur prix. Je veux dire, c'est l'économie de marché, finalement, du côté de Superprof. On est plus dans la mutualisation du côté de Cartap. Comment est-ce qu'on arrive à trouver la bonne valeur, le bon coût d'un cours ? Est-ce qu'il y a des critères pour ça ? Vous voulez dire le coût du prof ? Le coût du prof et le coût de l'heure de cours. J'imagine que c'est quelque chose forcément sur lequel vous êtes interrogé. Mais évidemment. Comment vous répondre ? Le problème se fait dans l'autre sens, en fait. C'est pas quel est le bon coût d'un cours, c'est jusqu'à combien on peut baisser le coût pour l'utilisateur. Ce qui a été en notre faveur, à tous, c'est la démocratisation de la visio. Avec la pandémie,
il y a eu de plus en plus de familles qui ont eu accès à la visio parce qu'ils étaient obligés, mais qui se sont rendus compte du coup que c'était pas une mauvaise chose, que c'était possible d'apprendre avec des profs en visio. Et comme on a la visio qui est démocratisée, on peut faire du petit groupe. Avant, c'était quand même super difficile. Hein. Vous habitez dans une rue, vous devez trouver 5 enfants qui font tous ensemble le théorème de Pythagore mardi soir, avec un bon prof à côté pour faire le cours, c'est quand même un peu compliqué. Aujourd'hui, vous pouvez regrouper des gens de partout qui, mardi soir, veulent faire le théorème de Pythagore avec un prof qui habite à Bombay, mais qui est super fort et qui est capable de leur expliquer, et hop, le cours a lieu. Et à partir de là, on peut faire du petit groupe, on peut faire baisser le prix, et nous, on arrive à ce tarif-là, c'est le plus bas qu'on puisse faire. Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est passé. Vous avez eu cette réflexion-là aussi, Mickaël? Exactement. Oui. C'est quelque chose qui forcément aussi s'upgrade, si j'ose dire, au fur et à mesure, quand on voit justement, encore une fois, le prix massif, le coût massif pour les familles que donne le soutien scolaire. Effectivement, c'est une solution qui a été faite très naturellement, d'où les usages. En fait, les gens ont changé leur habitude, donc les cours en visio nous ont permis effectivement d'améliorer la qualité des professeurs, puisqu'il y a certaines zones où il y en a peu, donc là tous les profs sont accessibles, les cours en groupe, et on a aussi essayé de rendre plus accessible l'apprentissage via d'autres canaux. Quand je vous parlais des lives, on essaye aussi de faire du contenu pédagogique, rédactionnel. On essaye par d'autres moyens, via toujours nos professeurs, de proposer du contenu qui est plutôt fixe et qui ne demandera pas forcément qui aura forcément besoin d'appeler un professeur, en tout cas pour un cours particulier, essayer de compenser avec les deux. On le disait tout à l'heure aussi avec Mickaël et avec Guillaume aussi en première partie de cette émission, il y a aussi cette question de savoir quels sont les profs auxquels on fait appel. Je crois que du côté de Cartable, ce sont des professeurs de l'Éducation nationale, 200 aujourd'hui, qui vous ont rejoint sur la plateforme. Alors en fait, nous, on a deux types de professeurs. On a effectivement les enseignants de l'Éducation nationale, eux, ils conçoivent le contenu pédagogique. C'est eux qui écrivent tous nos cours et tous nos supports de cours qui sont utilisés pour ensuite les classes en visio avec les élèves. En revanche, quand on est face à face avec les élèves, on a uniquement des étudiants. D'accord. On a volontairement choisi d'avoir des étudiants qui sont en grande école, qui sont excellents dans leur discipline, qui sont formés, choisis, sélectionnés par nous, mais du coup qui vont avoir un rapport plus proche avec les élèves. Je crois que vous parlez d'expérience d'ailleurs, parce que quand vous étiez étudiante à HEC, vous avez vous-même donné des cours de soutien en maths. Exactement. Ça part de ce modèle-là. J'ai donné beaucoup de cours quand j'étais moi-même étudiante. Et je me suis quand même rapidement rendu compte que le feeling n'était pas du tout le même avec les élèves, qui retrouvent dans quelqu'un qui est jeune, qui est sympa, mais qui est bon académiquement, plus une personne à laquelle ils peuvent s'identifier. Donc nous, en cours physique, en interaction directe avec l'élève, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais tout ça sur des supports conçus par nos enseignants. Donc on sait que la qualité est au rendez-vous. Comment est-ce que justement se fait chez Cartable la rétribution, la rémunération de ces à la fois professeurs de l'Éducation nationale qui vont concevoir le contenu pédagogique avec vous, et puis des étudiants et étudiantes qui assurent justement les cours de soutien en visio? Alors, les enseignants qui rédigent, ils sont auteurs, donc ils sont rémunérés en tant qu'auteurs. Et les élèves qui donnent, les étudiants qui donnent des cours, ils sont auto-entrepreneurs et ils nous facturent aux cours qu'ils donnent. C'est la question aussi qu'on se posait tout à l'heure, l'idée de se dire que comment est-ce que des solutions comme les vôtres, ces plateformes justement de soutien scolaire, de partage de connaissances, permettent aussi quelque part de donner le change aux enseignants, aux enseignantes, aux étudiants et étudiantes qui sont peut-être aussi des futurs contractuels ou des futurs profs pour le coup, pour revaloriser aussi l'image de ce métier d'enseignant. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher avant tout quand ils s'adressent à Cartable pour pouvoir justement concevoir du contenu pédagogique, donner des cours? C'est avant tout quoi? Un complément de salaire, ou c'est aussi l'idée de se dire qu'ils peuvent partager différemment leurs connaissances? Alors c'est vraiment les deux. Le complément de salaire est évident. Nous, les enseignants de l'Éducation nationale qui travaillent en plus avec Cartable sont très contents d'avoir un complément de salaire. Et par ailleurs, être auteur, écrire, avoir son contenu pédagogique qui est vu par des centaines de milliers d'élèves, c'est évidemment très gratifiant. Et avoir les élèves en retour qui vous remercient parce qu'ils ont appris de manière super efficace, parce qu'ils ont progressé comme ils ne progressaient pas avant, c'est évidemment gratifiant. Donc on a quand même la force d'avoir les deux. Dans tous les métiers, il y a un côté rémunération qui motive les personnes qui travaillent, mais chez nous, on a vraiment aussi la gratification.
Une gratification qui se sent aussi au niveau des élèves. Est-ce que vous nous disiez, quand les élèves peuvent fournir ce feedback en disant là oui, enfin, j'ai compris, j'ai appris, j'ai approfondi mes connaissances, forcément ça met tout le monde d'accord. Guillaume, ça nous ramène à cette notion qui est absolument évidemment inhérente à l'économie numérique, qui est celle du feedback et de l'UX, de l'expérience utilisateur. Comment est-ce qu'aujourd'hui on la voit évoluer dans l'éducation et dans la tech ? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que vous adaptez en permanence les cours en fonction de la satisfaction, et c'est ça la véritable richesse de vos cours. La question que je me pose en vous écoutant, c'est vers quel support vous expliquez que la vidéo vous a beaucoup apporté. On parle beaucoup de métavers aujourd'hui, d'hologrammes peut-être. Est-ce qu'il y a des supports qui vous font rêver à l'avenir, ou est-ce que ça vous suffit tout ce qui se passe aujourd'hui ? Alors c'est une question intéressante, mais pour le coup, tout à l'heure on parlait d'usage en fait, et c'est assez compliqué surtout en éducation d'aller trop loin dans quelle que sera la technologie à venir. Nous on essaie d'apporter une solution immédiate pour l'apprentissage. Effectivement la visio a été adoptée de tous, et si on réfléchissait plus loin ce serait très intéressant, mais est-ce qu'on répondrait aux usages d'aujourd'hui, est-ce qu'on rendrait accessible la chose? C'est là où c'est compliqué. Donc on essaye évidemment de garder les usages des gens et leurs habitudes et leurs problématiques, du coup d'en résoudre par un besoin. On essaie d'aller plus loin en apportant aussi notre expérience et plein de métiers qui sont là pour améliorer le quotidien des gens, mais on essaie de ne pas aller trop loin non plus. C'est là où est la limite, en tout cas je pense, pour pas mal de bois dans la tech. En parlant de participation de feedback, dans un cours physique normal, j'ai envie de dire, on a la problématique de certains enfants qui sont un peu timides, qui vont avoir peur de participer un peu plus, de donner un peu leur ressenti, d'avoir peur de poser des questions s'ils ont moins bien compris. Comment vous encouragez avec des vidéos à plus de participation en réalité chez les enfants plus timides? Nous, on s'est rendu compte que la visio décomplexe les élèves. D'accord. Parce qu'on n'est pas physiquement avec le prof et parce qu'on est avec des enfants qu'on ne connaît pas. Ils ne sont pas avec les élèves de leur quartier, de leur rue ou de leur classe, ils sont avec des gens qu'ils ne connaissent pas, ils sont décomplexés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est le travail du professeur. Nous, on les forme à faire participer l'ensemble du groupe. Et c'est vraiment leur travail d'aller chercher les élèves les plus timides. Sachant que parfois, vous avez des élèves timides qui participent pas, mais c'est pas très grave non plus, quoi. Ils ont le droit de l'être, ils progressent quand même. À partir du moment où on est sûr que ça fonctionne pour eux et qu'ils sont pas passifs, tout va bien. On va vraiment les chercher avec toutes les formes possibles. On revient quand même à des trous dans la raquette géographique qui sont possibles. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus impactées par le manque d'enseignants? Alors vous allez me dire, comme tout à l'heure, que justement la solution elle est formidable avec des plateformes de soutien scolaire et de partage de connaissances, parce qu'on peut aller chercher des profs à l'autre bout de la planète pour Super Prof, à l'autre bout de l'Hexagone pour vous notamment, Sarah. Est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce qu'on arrive à trouver finalement une solution pour ces territoires qui sont peut-être un peu moins bien lotis en matière d'enseignants et d'enseignantes que d'autres? Bien sûr, du coup. Avec la technologie, on peut. Avant, on ne pouvait clairement pas. Vous avez une centralisation des établissements scolaires, des populations et nécessairement des profs, voire des bons profs, dans les métropoles. Vous avez des régions qui sont complètement exclues du système où c'est extrêmement difficile de trouver une aide aux devoirs ou une aide à la scolarité qui est satisfaisante. Et avec la technologie, vous donnez accès à tous à la même éducation. Tout le monde peut avoir le cours par un professeur de Louis le Grand, par un élève de je ne sais quelle école qui est super fort en physique auquel vous n'auriez jamais eu accès avant. Donc oui, ça, on arrive clairement à trouver. On a les témoignages de nos utilisateurs qui nous disent « Moi, j'habite dans tel village de campagne, je n'avais jamais accès avant à un prof de qualité. » Et je suis désormais logé pareil que quelqu'un qui habite dans le 3e arrondissement à Paris. Donc on peut se dire aujourd'hui que le soutien scolaire boosté par le numérique, c'est un facteur d'égalité scolaire. Bien entendu. Bien entendu. Et vous le revendiquez, évidemment. Oui. Complètement. Tout à fait. Pour des raisons géographiques, pour des raisons financières, pour tout ça, c'est un facteur d'égalité scolaire, bien sûr. Je rajouterais même un petit élément pour le professeur. C'est aussi le fait qu'il se déplace beaucoup moins, qu'il est moins à prendre le métro, prendre sa voiture pour aller voir les élèves un par un, parce que les cours en groupe, en physique, étaient un peu moins proposés.
Donc là, le cours en groupe permet de regrouper les élèves, et d'autant plus, le professeur peut le faire de chez lui, et a plus de temps à consacrer sur comment il va améliorer sa pédagogie, peut-être prendre un peu plus de temps avec les élèves, et gagner aussi en confort. Et c'est important pour eux, on l'a remarqué tout de suite, que les professeurs étaient très intéressés par ça. Un gain logistique et une logistique ici en plateau, avec une dernière question de Guillaume Gralet. Toutes tes très rapides questions, on en a parlé tout à l'heure avec Mickaël, vous êtes présent dans plus de 40 pays. Est-ce qu'on peut prendre également le meilleur des méthodes de chaque pays? Parce qu'on a beaucoup vanté à un moment la méthode de Singapour, notamment pour l'enseignement des mathématiques. Est-ce que cette présence internationale que vous allez peut-être développer, ça peut aider pour une meilleure pédagogie dans certaines matières? Oui, tout à fait. C'est des questions qu'on se pose, on essaye. C'est pas évident, puisque pour le coup, il y a des cultures qui sont en place, des apprentissages différents. Donc, on s'en rend compte naturellement lorsque les élèves vont prendre des cours avec des professeurs d'autres pays, qu'il va y avoir une approche différente. On a encore beaucoup de mal à toutes les centraliser, à réellement comprendre toutes les cultures, mais on travaille de plus en plus, on essaie de regrouper de plus en plus nos professeurs de l'international pour prendre les bonnes pédagogies. Après, se dire, est-ce que c'est nous qui allons dire si c'est la bonne ou la moins bonne pédagogie? C'est là où est la limite, et on essaye de prendre les réponses de chacun sur ça. Mais ça nous aide beaucoup, en tout cas, c'est sûr. Et Sarah, justement, est-ce qu'il y a des pays qui vous inspirent plus que d'autres pour pouvoir continuer à développer Cartable? Honnêtement, on a envie de développer Cartable vraiment partout. La proposition de démocratiser le soutien scolaire, on en parlait en tout début de cette partie de l'émission. Le marché du soutien scolaire, il est vaste dans tous les pays. Il y en a très peu qui font exception. Le besoin d'aider ses enfants à l'école, il est présent partout. Donc nous, honnêtement, une fois qu'on a trouvé un modèle qui fonctionne, on a plutôt envie de l'exporter dans tous les endroits où il y en a besoin. Et il est déployable vraiment à l'infini, en se greffant sur tous les systèmes scolaires? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il est duplicable et il est scalable. Merci infiniment à Sarah Besnaïnou d'avoir fait un tour sur le plateau de l'École du Futur. On vous retrouve évidemment, et on retrouve vos professeurs et vos étudiants, enseignants et enseignantes sur Cartable avec un K. Merci comme toujours à Mickaël qui est revenu sur le plateau de l'École du Futur pour cette deuxième saison. Pour Super Prof, on vous suit donc notamment en cette rentrée avec cette campagne incroyable en télévision et en radio, en affichage partout. Super Prof qui rend justement les élèves super énervants. Oui, mais si vous voulez pas être énervé, il y a intérêt justement à aller faire des cours de soutien scolaire. Comment est-ce qu'on démocratise justement ce soutien scolaire? Comment est-ce qu'il devient là aussi force de proposition face à la pénurie d'enseignants et d'enseignantes? Un prof dans chaque classe, oui, mais peut-être aussi un prof dans chaque smartphone. On a tenté de répondre à la question. Et merci comme toujours à Guillaume Gralet du magazine Le Point et de School TV et de France 24 aussi qui revient dans quelques jours avec nous en plateau. On vous dit à très vite.